Ne croyez pas que l'Afrique n'a jamais eu sa place en Formule 1. Kyalami en est le plus bel exemple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui au circuit sud-africain de Kyalami. Situé à quelques kilomètres de la ville de Johannesburg, le circuit de Kyalami voit le jour en 1961. Long de 4,1 km, il rejoint le calendrier du championnat du monde de Formule 1 en 1967, occupant la place de manche d'ouverture le 2 janvier. Composé de peu de virages, le tracé sud-africain est cependant très rapide. Avec une altitude de 1500 mètres, la piste fait souffrir les moteurs, du moins jusqu'à l'apparition des turbos fin des années 70. Au fil des ans, son emplacement dans le calendrier varia, passant d'entame fin de saison, de janvier à octobre. Mais le circuit de Kyalami n'est pas le premier à faire apparaître l'Afrique du Sud au championnat du monde. En 1962, 63 et 65, la piste de East London accueillait déjà la Formule 1. Si sa présence fut courte, elle fut le théâtre de la lutte opposant Clark et Graham Hill pour le titre en 1962. Très usant pour les voitures en raison du sable et de la chaleur, le premier tracé sud-africain fut rapidement remplacé par celui de Kyalami. La première édition voit Pedro Rodrigues s'imposer sur sa Cooper Maserati, marquant également le dernier succès de l'écurie et du motoriste. Tout comme le Mexicain, Andretti et Reutemann, respectivement en 1971 et 1974, remportèrent leur toute première victoire en Formule 1, l'un sur une Ferrari, l'autre sur une Brabham. D'autres pilotes parviennent à décrocher leur première pole position en carrière, comme Pache, Lauda ou Jabouille. Ces deux derniers décrocheront d'ailleurs leur dernière pole sur ce même tracé de Kyalami, en 78 pour l'Autrichien, en 80 pour le Français. Plus étonnant encore, c'est ici que Hulme, le champion du monde 1967, réalisa pour la seule fois de sa carrière le meilleur temps des qualifications, 6 ans après son titre. En 1970, l'écurie March, qui débutait tout juste, arrachait les deux meilleurs chronos des qualifications, Stewart devant Hammond, mais en course, personne ne put résister à la vitesse de Jack Brabham, qui remportait son ultime succès en Formule 1. 2 ans plus tôt, c'est un autre mythe du sport automobile qui arracha le triplé pole meilleur tour victoire pour la dernière fois, Jim Clark. Peu après, l'Écossais perdait la vie lors d'une course de F2 à Hockenheim. La piste sud-africaine fut aussi le théâtre des débuts de Carlos Pache en 1972, mais aussi de sa dernière course avant son décès, en 1977. Quelques écuries effectuèrent leur dernière apparition sur la piste de Kyalami, à l'image de BRM, Shadow ou encore Esquette. Si certains y ont fait leur adieu, d'autres se seront bien mis en valeur, à commencer par le régional de l'étape, Jody Scheckter. Pour son second départ en Formule 1 en 1973, le Sud-Africain profite des ennuis de Hulme pour prendre le commandement avant que ses pneumatiques ne le trahissent en vue de l'arrivée. 2 ans plus tard, il concrétise enfin avec la victoire après une belle lutte face au Brabham. En 1978, c'est dans le dernier tour que tout se décida. Alors que Patrese menait sur son Arrows, son moteur Ford Cosworth explose, laissant libre champ à la Tyrrell de Depailler pour foncer vers le succès, mais en l'espace de quelques boucles, l'avance acquise sur Peterson se réduit à néant, la faute à une fuite d'huile et d'un moteur octant. À 1 km du but, le Suédois porte une ultime attaque réussie cette fois-ci. Le Français se retrouve condamné une fois de plus à la seconde place, lui qui sera passé si près d'un premier triomphe. L'année suivante, première historique. Jabouille décroche la pole position sur sa Renault à moteur turbo-compressé 1 an après son arrivée en Formule 1. La course sera une autre histoire, les Ferrari dominant sur une piste détrempée s'asséchant rapidement, nous offrant un beau duel entre Gilles Villeneuve et Jody Scheckter, à l'avantage du Canadien. Les années suivantes verront l'arrivée en force des turbos, tellement plus rapide que les moteurs atmosphériques en raison de l'altitude. En 1980, Arnoux sur Renault emmène un triplé français à l'arrivée, Laffite et Pironi le suivant sur leur ligie. En 1982, Prost, victime d'une crevaison en cours d'épreuve, réalisa une formidable remontée jusqu'en première place, profitant d'une stratégie bien pensée, à savoir pneumatique tendre et réservoir peu rempli. L'année 1983 marqua un tournant dans l'histoire de ce circuit puisque pour la première fois, c'est en fin d'année que le Grand Prix d'Afrique du Sud se déroule. Dans une atmosphère très tendue, le championnat prend fin et pour la couronne finale, ils sont 3 à pouvoir y prétendre. Piquet, Prost et Arnoux. À la suite de l'abandon des 2 Français sur problème moteur, le Brésilien se contente de la 3e place pour assurer son second sacre en Formule 1. Un an plus tard, c'est un autre Brésilien qui réalise sa première belle performance en catégorie reine, Ayrton Senna. Avec sa modeste Toleman endommagée, il parvient à garder la 6e position, synonyme d'un petit point inscrit. Mais en 1985, le circuit de Kyalami connaît un coup d'arrêt. La politique actuelle du pays, sous le régime de l'apartheid, est condamnée par de nombreux pays qui interdisent tout déplacement et épreuve en Afrique du Sud. D'ailleurs, la France fut l'une des premières à le faire, interdisant la venue de Renault et Ligier en 1985, tout comme l'écurie Zakspeed, absente elle aussi. Pourtant, les problèmes d'ordre politique ne sont pas les premiers à toucher la piste sud-africaine. En 1981, la guerre entre FISA et FOCA, les 2 organismes gouvernant la Formule 1, éclate. Les 2 parties qui ne s'entendent pas sur une date commune pour le Grand Prix s'attaquent mutuellement donnant lieu à une non-course. À la place, c'est une épreuve hors championnat qui est disputée mais seulement avec les équipes liées à la FOCA. De ce fait, Ferrari, Renault, Alfa Romeo, Talbot Ligier, Ozelia et Toleman ne sont pas présents.
Si cette drôle de course fut remportée par Reutemann, l'Argentin ne s'en tira pas aussi bien en qualification, victime d'une sortie de piste l'envoyant dans les grillages, le pilote Williams ne pouvant même plus sortir de sa monture. En 1982, scène encore plus rocambolesque à Kyalami. L'intersaison 1981-1982 vit l'introduction d'une super licence, fortement contestée par les pilotes qui n'auront que peu été mis au courant. Pour montrer leur mécontentement, des menaces de grève sont annoncées. Leader du mouvement, Pironi tente de faire plier Ecclestone et Ballestre, les présidents de la FOCA et de la FISA, pour les contraindre à changer cette super licence polémique. La première tentative fut un échec, mais les pilotes n'en restèrent pas là, allant jusqu'à tous s'isoler dans le salon d'un grand hôtel pour mener la grève. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les rivalités s'estompent et les pilotes passent du bon temps. Le lendemain, jour des premiers essais, Pironi retourne s'expliquer et sortant vainqueur des négociations cette fois-ci. Mais avant que ces essais ne débutent, Ecclestone cherche à priver Piquet de son volant sous prétexte de soucis médicaux. Les pilotes lancent alors une nouvelle offensive, arguant que si le Brésilien ne prend pas part aux essais, aucun d'eux ne le fera. Finalement, tout rentra dans l'ordre et la course put se dérouler sans nouvelles embûches. En 1983, lors de la finale du championnat, des policiers armés évacuèrent l'intégralité du public sur la voie des stands et la grille de départ avec force et violence. Cette action sera le point de départ de la chute de Kyalami, notamment due à la politique. En 1985, l'histoire est finie. Pourtant, la Formule 1 reviendra 7 ans plus tard sur un tracé nouvellement aménagé, bien moins rapide que l'ancien. La nouvelle piste de 4,2 km fut le théâtre en 93 du retour de la confrontation Prost-Senna après l'année sabbatique du français. Mais si la politique entacha l'histoire de ce circuit, la sécurité parfois précaire indigna bon nombre de pilotes. En 1973, l'accident entre Charlton et Regazzoni provoque l'embrasement de la voiture de ce dernier. Le Suisse reste coincé dans son épave en flammes et sans le secours de Heywood, il ne s'en serait sûrement pas sorti vivant. Pour autant, l'épreuve n'est pas arrêtée et continue comme si de rien n'était. L'année suivante, lors d'essais quelques jours avant la course, Revson trouve la mort après qu'une rupture de suspension l'ait envoyé à pleine vitesse dans un rail d'acier. Dès lors, les premières critiques vis-à-vis de la sécurité éclatent et pourtant, rien n'est fait pour changer les choses. En 1975, à la suite d'une fuite d'huile provenant de la monoplace de Peterson, Lauda, Scheckter, Hill et Tenmer se crachent au même endroit, faisant exploser tous les éléments de sécurité bien trop fragiles. Dans l'attente de meilleure protection, les pilotes refusèrent de reprendre le volant avant l'amélioration de ces dernières. Le coup de grâce arriva en 1977. Après le début d'incendie sur la voiture de Zorzi garée devant les stands en pleine montée, 2 commissaires traversèrent la piste sans aucune visibilité du contrepas. À ce moment-là, 4 pilotes, dont Price et Lafitte, déboulèrent à pleine vitesse. Si 3 d'entre eux parviennent à éviter les commissaires, ce n'est pas le cas de Price qui percuta l'un d'eux, le projetant en l'air tel une vulgaire poupée. Dans le choc, l'Anglais reçoit sur la tête l'extincteur du commissaire. Tous deux seront tués sur le coup. Lafitte, qui n'a pas vu grand-chose de la tragédie, continue de faire la course face à la Shadow incontrôlée de Price, mais les deux voitures s'accrochent. Quand le Français s'extirpe de sa monture pour aller s'expliquer avec l'Anglais, il découvre avec horreur le corps sans vie de son adversaire. Mais comme si cela ne suffisait pas, en 1978, le paddock découvre que les installations devant être montées pour garantir davantage de sécurité sont inexistantes, la faute à des propriétaires faisant passer la sécurité au second plan. L'année suivante, une casse de suspension de Pironi provoqua l'arrachement de la roue du Français qui atterrira sur la tête du malheureux, heureusement sans réel dommage. En 1980, c'est Prost et Surer qui seront victimes de très grosses sorties de piste, le second se retrouvant coincé dans sa voiture un long moment. Ce même pilote souffrira d'un gros accident 2 ans plus tard sur ce même circuit, lui occasionnant plusieurs fractures du talon. En 1984, c'est le pilote Oseya Ginzani qui percuta violemment les barrières avant de décoller. Coupée en deux, la voiture laissa échapper toute l'essence présente dans le réservoir, mais fort heureusement, le pilote s'extirpa de son épave, échappant très probablement à une nouvelle catastrophe. Après 20 éditions du Grand Prix d'Afrique du Sud, les propriétaires du circuit de Kyalami font faillite. Après la dernière édition en 93, l'Afrique n'est plus représentée en Formule 1, mais pour autant, le tracé de Kyalami s'est vu nettement amélioré, que ce soit au niveau des infrastructures ou de la sécurité. Récemment, des rumeurs enflaient sur le retour du Grand Prix d'Afrique du Sud à Kyalami, désormais seul candidat dans l'accueil d'un Grand Prix sur le continent africain. Si le circuit de Kyalami devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'il a été présent au calendrier de la Formule 1 de 1967 à 1980, de 1982 à 1985, puis de 1992 à 1993. Lors de sa dernière apparition, les pilotes parcouraient 72 tours de ce circuit long de 4,261 km, dont le meilleur temps en qualification a été établi par Nigel Mansell en 1 minute 15 secondes et 846 millièmes, alors que ce même Mansell a réalisé meilleur tour en course en 92 en 1 minute 17 secondes et 578 millièmes. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet Un œil dans le rétro 1.wixsite.com/un œil dans le rétro, sur les pages Facebook et Instagram, et quant à moi je vous dis à très vite pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.